Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours SCG 4059. Aujourd'hui, on va digérer un peu de matière. On se situe dans le système digestif. Évidemment, qui dit système digestif dit nourriture. Et évidemment, quand j'ai dit nourriture, vous pensez automatiquement au guide alimentaire canadien. Bon, probablement pas en fait. Sauf que on va quand même le revisiter ensemble. J'espère que vous n'avez pas trop faim parce qu'on va parler de nourriture aujourd'hui. Donc, on va quand même revisiter le guide alimentaire canadien ensemble pour la simple et bonne raison que il a changé dans les dernières années. Donc, même si vous l'avez déjà vu, ça se peut que ce ne soit pas exactement le même guide que je vous présente aujourd'hui. Donc, le premier regroupement qu'on va retrouver dans le guide alimentaire, ce sont évidemment les légumes et les fruits. Donc, une source de glucides simples et glucides doubles, essentielle comme source d'énergie pour notre corps, mais aussi de sels minéraux, de vitamines et d'eau. Le guide nous recommande de consommer des fruits et légumes variés, donc pas toujours prendre les mêmes parce que les différents aliments vont nous fournir des vitamines, des sels minéraux et des éléments nutritifs différents. On nous demande aussi d'occuper la moitié de notre assiette avec des fruits et légumes, et spécialement des légumes. Donc, pourquoi on nous demande ça? Eh bien, justement, parce que c'est des sources alimentaires très importantes pour notre alimentation. Bon, j'ai pas besoin de vous énumérer des exemples de fruits et légumes, je pense que vous en connaissez tous, mais je vous en ai quand même nommé quelques-uns dans le bas ou que vous pouvez consulter. Au niveau des aliments protéinés, évidemment, ça va être protéiné, donc ça va être une source de protéines, je pense que je vous apprends rien, mais aussi de lipides, donc de matière adipeuse, de gras. De minéraux pour certains aliments, qu'on parle par exemple des poissons, des fromages et compagnie, et de vitamines pour certains aliments, encore une fois, qu'on parle par exemple des œufs ou du lait, de la vitamine D dans le lait par exemple. On nous demande de privilégier, le guide alimentaire nous conseille en fait de privilégier des aliments faibles en gras ou sans ajout de gras, de sel ou de sucre. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire achetez pas nécessairement des produits préparés d'avance. Les produits préparés qu'on met simplement au four micro-ondes souvent sont très très riches en sel et en sucre, et en gras. Donc, ça va être des aliments qui vont être moins bons pour notre alimentation. On nous demande aussi de manger plus souvent. Évidemment, on ne nous demande pas tous de devenir végétariens, mais on nous demande de manger plus souvent des aliments protéinés d'origine végétale. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils contiennent moins de gras. Donc, on parle au niveau des aliments protéinés, je ne pense pas que vous soyez surpris qu'on retrouve l'ensemble des viandes à l'intérieur de ce groupe alimentaire. Donc, on parle évidemment du poulet, bœuf, porc et compagnie. On parle des œufs, des différentes sortes de poissons, thon, sardines et compagnie, ainsi que les fruits de mer, crevettes, pétoncles et compagnie. On parle de l'ensemble des produits laitiers vont se retrouver dans les aliments protéinés. On parle des noix, des graines et compagnie, des légumineuses, du soya, du tofu. Donc, c'est les éléments dans lesquels on va retrouver ces fameuses protéines. Troisième groupe alimentaire, les aliments à grains entiers, donc ceux qui vont contenir principalement des glucides complexes, essentiels pour le bon fonctionnement de notre système digestif, mais aussi essentiels pour avoir une source d'énergie prolongée, parce que les glucides simples vont se métaboliser beaucoup plus rapidement, alors que les glucides complexes vont se métaboliser plus lentement, et donc vont nous fournir de l'énergie, mais à long terme. On parle évidemment d'amidon et de fibres alimentaires quand on parle de glucides complexes. On nous demande, le guide alimentaire canadien nous conseille de consommer des aliments à grains entiers variés, donc de ne pas se souscrire au pain et aux pâtes. Donc d'avoir une source plus variée que ça. Donc, on parle de quinoa, de riz, de pain, de pâtes, d'avoine, de sarrasin. Je m'arrête une seconde parce qu'on parle vraiment de pain et de pâtes à grains entiers. Donc, de faire attention aux pains et aux pâtes que l'on choisit à l'épicerie pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas tous les pains qui sont à grains entiers et qu'il y a des pains qui contiennent beaucoup moins d'éléments nutritifs dû au fait qu'ils sont trop transformés. Finalement, le dernier groupe alimentaire, c'est l'eau. Et l'eau,
dans le fond, au niveau de l'eau, pourquoi ça forme un groupe alimentaire à lui seul? Évidemment, c'est que c'est très important pour notre système. On parle d'éviter les jus trop sucrés, privilégier l'ajout d'herbes ou de fruits dans l'eau plutôt pour faire varier le goût, en fait, plutôt que les jus. Parce que les jus contiennent énormément de sucre. Ce que vous allez devoir comprendre par contre au niveau de notre système digestif, c'est qu'il va devoir défaire certains constituants pour la simple et bonne raison que les particules sont trop grosses pour être assimilables par notre organisme. Donc, ça va être l'objectif des prochaines diapos, donc l'objectif des différents éléments de notre système digestif, parce qu'on va vouloir, comme je vous disais, simplifier ou rapetisser les particules. Évidemment, quand on parle des glucides, par exemple, les glucides simples, on n'a pas de problème. Donc, ce qui se trouve dans les fruits et légumes, on va pouvoir les assimiler plus facilement. Mais tout ce qui concerne les glucides plus complexes, quand on parle par exemple de l'amidon ou des fibres alimentaires, eh bien là, ça devient beaucoup plus difficile pour nous de les assimiler. Donc, on va devoir les décomposer à l'intérieur de notre système. Au niveau des lipides, le problème est tout autre. En fait, le problème majeur des lipides, c'est qu'il est hydrophobe. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Eh bien, ça veut dire qu'il ne se mélange pas à l'eau. Vous avez juste à regarder une vinaigrette, vous allez très bien le voir, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Donc, on va devoir trouver un système qui va nous permettre de décomposer ces gras-là pour pouvoir les assimiler en acides gras et en glycérol. Comme on parle des gras, eh bien, parlons-en jusqu'au bout. En fait, vous allez retrouver différents types d'acides gras. Les acides gras saturés, monosaturés et polyinsaturés. Donc, quand on parle des acides gras saturés, on parle des produits qui sont à base de l'huile de palme, de viande, de beurre, de fromage et de la plupart des produits préparés d'avance. Pourquoi? Parce que généralement, on va ajouter du gras pour que ce soit meilleur au goût, mais c'est moins bon pour la santé. Donc, évidemment, ces gras-là sont une source d'énergie, ça c'est indéniable, et on a besoin d'énergie. Donc, on a besoin de gras dans notre alimentation. Par contre, ce type de gras-là peut générer des problèmes au niveau de notre système circulatoire. Donc, on parle évidemment des artères et du cœur. Par quoi on peut les remplacer? Eh bien, on peut aller chercher des acides gras monoinsaturés, donc qui nous vient des olives et des arachides. Ce type de gras, c'est une source d'énergie, mais qui a un effet protecteur au niveau de notre système circulatoire, donc qui est meilleur au niveau de notre organisme. Quand on parle des acides gras polyinsaturés, eh bien, il y en a deux types. On parle des oméga 3 et des gras trans, qui vont, encore une fois, avoir des rôles complètement différents. Donc, quand on parle de l'oméga 3, on va en retrouver dans les poissons gras, dans certaines huiles, dans certaines graines et dans le soya. On reconnaît énormément, donc les études scientifiques reconnaissent énormément de bienfaits aux oméga 3. On peut parler par exemple de l'aide au niveau de maladies cardiaques, de l'hypertension, de la dépression, de la maladie d'Alzheimer, de la polyarthrite rhumatoïde et même de certains cancers. Bref, c'est bon. Okay? Donc les oméga 3, ça nous en prend dans notre alimentation. Si on parle maintenant des gras trans, eh bien les gras trans, c'est complètement autre chose. On va les retrouver entre autres dans les huiles hydrogénées, les margarines dures et les produits transformés. Ce type d'huile-là, le problème majeur, c'est qu'il va causer des problèmes de mauvais cholestérol et des problèmes coronariens, au point où le gouvernement, en 2016, a commencé à travailler sur des projets de loi pour les enlever carrément, d'enlever les huiles partiellement hydrogénées de notre alimentation au niveau du Canada. Donc, bref, c'est mal. Ça nous prend le moins de gras trans possible au niveau de notre alimentation. Finalement, le troisième groupe dont on va devoir défaire les particules, c'est les protéines. Les protéines, généralement, c'est des molécules qui sont, en fait, c'est des particules qui sont particulièrement grosses. Donc, pour pouvoir les défaire, on va devoir les défaire en acides aminés pour pouvoir les assimiler à l'intérieur de notre système. Pour être capable d'évaluer si le produit qu'on va manger est bon et qu'est-ce qu'il contient exactement, évidemment, il y a la liste d'ingrédients, mais il y a aussi le tableau de valeur nutritive. Le tableau de valeur nutritive va nous donner des données super importantes sur ce que contient notre aliment. Évidemment, ce tableau-là a aussi changé au niveau de la loi canadienne.
Donc, elle a changé en 2017, où on a décidé, par exemple, de retirer les vitamines A et C de ce fameux tableau. Est-ce que ça veut dire que les entreprises qui ont encore les vitamines A et C sont contre la loi? Non. En fait, on peut rajouter des éléments si on veut, mais il y a certains éléments essentiels qui doivent être inclus d'une certaine façon à l'intérieur de cette table de valeurs nutritives pour pouvoir informer le consommateur de ce que contient sa nourriture. Donc, le premier élément au niveau de la table de valeurs nutritives, c'est la quantité. Donc, c'est important de consulter cette donnée-là parce que certains produits vont un peu jouer avec cette quantité-là. Donc, ils vont mettre des portions qui ne sont pas exactement les portions qu'on mange pour pouvoir mieux faire paraître leurs produits au niveau du sodium, par exemple, des glucides ou des lipides. Donc, c'est la raison pourquoi c'est important de consulter cette information. La deuxième information, eh bien, ça va être les pourcentages qui vont être contenus dans la colonne de droite. En fait, ce sont des pourcentages de valeurs quotidiennes recommandés par Santé Canada. Le nombre de calories, évidemment, c'est la quantité d'énergie qui va nous être donnée par notre aliment. Et il doit être un petit peu plus gros, il doit être très visible sur le produit, donc vous êtes capable, c'est-à-dire de le consulter très facilement pour pouvoir comparer des produits à l'épicerie. Vous remarquez qu'il n'y a pas de pourcentage au niveau des protéines. En fait, c'est que le Guide alimentaire canadien trouve important d'inscrire les protéines, mais par contre, la plupart des Canadiens consomment assez de protéines, donc c'est la raison pourquoi on n'en a pas mis de pourcentage. C'est le même principe au niveau des vitamines A et C. En fait, la raison pourquoi ils sont disparus, c'est simplement parce que les Canadiens, en moyenne, consomment assez de vitamines A et C. On a par contre rajouté le potassium à ce tableau-là par rapport à l'ancien tableau, pour la simple et bonne raison que les Canadiens, selon une étude, ne consommaient pas assez de potassium et que c'est un élément qui a des propriétés intéressantes pour l'organisme. Donc, on a décidé de rajouter le potassium dans ce tableau. Donc, attaquons-le, ce fameux système digestif. Donc, évidemment, il commence par la bouche. À l'intérieur de la bouche, je ne pense pas vous apprendre rien en vous disant que votre bouche possède une langue. Elle possède également une luette qui est située complètement dans le fond de la bouche et un épiglotte. Donc, l'épiglotte et la luette sont souvent confondus. En fait, l'épiglotte a une fonction excessivement importante. La preuve étant que quand vous étouffez, elle n'a pas fait sa job. Donc, le travail de l'épiglotte, c'est simplement de refermer la trachée, donc refermer le système respiratoire au moment où est-ce qu'on va manger, pour s'assurer que la nourriture, quand on avale, la nourriture passe bien dans l'œsophage et non dans la trachée, donc qu'on ne s'étouffe pas. Le pharynx, c'est la zone où est-ce que justement on va avoir l'air et la nourriture qui vont passer. Donc, c'est situé derrière notre nez, derrière notre bouche. Et finalement, on a les dents. Nos dents, on a les incisives, les 8 dents qui sont devant, dont le rôle est vraiment de trancher la nourriture. Par la suite, on a les canines qui servent à déchiqueter la nourriture, à arracher la nourriture. Et finalement, on va avoir les prémolaires au nombre de 8 et les molaires qui sont de 8 à 12, dont l'objectif est simplement de broyer la nourriture pour pouvoir l'assimiler plus facilement. Finalement, on a les dents de sagesse au nombre de 4. Certains chanceux n'en ont pas 4. En fait, généralement, on va les retirer principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que l'évolution a fait que nos mâchoires se sont transformées et qu'on n'a pas nécessairement la place pour avoir des dents de sagesse. Et quand elles vont pousser, elles vont donc nuire aux autres dents et déplacer les autres dents. Donc, c'est une des raisons pourquoi les dents de sagesse sont enlevées. La deuxième, c'est simplement qu'elles sont situées tellement loin derrière la bouche qu'on va avoir de la difficulté à passer la soie dentaire et à aller les brosser. Et donc, ça va être une source de caries. Pour éviter les caries et pour éviter les infections, on va préférer simplement les retirer. La nourriture, une fois avalée, va se retrouver dans l'œsophage, qui est le tube qui part à partir du fond de la gorge, donc qui va être situé sous l'épiglotte. Et cet œsophage-là va effectuer un mouvement de péristaltisme pour acheminer ce qu'on appelle le bol alimentaire, autrement dit la nourriture, à l'estomac.
Donc, qu'est-ce que c'est le péristaltisme? C'est simplement des muscles qui vont avoir tendance, comme des anneaux, qui vont se compresser, qui vont se comprimer pour faire avancer le bol alimentaire à l'intérieur de l'œsophage vers l'estomac. On va avoir un système très semblable à l'intérieur de l'intestin qu'on va parler tantôt, mais c'est le même principe de péristaltisme qui va se retrouver là. Donc, je vous ai parlé qu'à l'intérieur de la bouche, on va avoir une transformation mécanique qui va être le brassage et le broyage par les dents, mais on va aussi retrouver une transformation chimique. Et la transformation chimique, elle est faite par qui? Elle est faite évidemment par la salive. Donc, l'amylase salivaire ou la salive, dont le rôle principal est de briser l'amidon en des glucides plus simples. Évidemment, elle ne sera pas capable de briser toutes les molécules d'amidon, mais elle va être capable de briser une partie de notre amidon pour la transformer pour qu'elle soit plus facilement assimilable. L'estomac maintenant. L'estomac va avoir un suc gastrique qu'on appelle, qui va être sécrété par la paroi de notre estomac. Et l'objectif de ce suc gastrique est de briser les protéines en peptides. Autrement dit, de briser les protéines en molécules plus simples qu'on va être capable d'assimiler par la suite. Évidemment, j'ai aussi un rôle mécanique qui va être à l'intérieur de l'estomac, qui est le rôle de brassage. Donc, on va brasser ça avec un milieu excessivement acide. Donc, on a de l'acide chlorhydrique à l'intérieur de notre estomac. On parle d'un pH de 2 environ. Donc, c'est un pH très, très, très acide. C'est la raison pourquoi qu'on va vomir, on va avoir mal à la gorge. Parce que cet acide-là n'est pas fait pour l'œsophage, elle est vraiment faite pour l'estomac. C'est la raison aussi pourquoi, quand on a une mauvaise alimentation ou quand on a des problèmes gastriques, eh bien souvent on va dire je fais de l'acidité dans l'estomac et qu'on va prendre à ce moment-là des antiacides pour essayer de neutraliser un peu notre estomac et calmer cette douleur. Au niveau du foie, le foie n'a pas seulement un rôle au niveau digestif. Il va avoir différentes fonctions. Par exemple, c'est lui qui va éliminer de notre sang tout ce qui concerne les médicaments, tout ce qui concerne l'alcool. Donc, il y a un rôle de purification du sang très important. C'est pour ça que c'est un organe qui est plus foncé généralement, simplement parce qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup irrigué par beaucoup de sang pour s'assurer de pouvoir faire son travail. Mais le foie a aussi un autre rôle, ça va être de produire la bile. La bile qui va se retrouver dans la petite poche verte que vous voyez sous le foie, qu'on appelle la vésicule biliaire. Mais la nourriture ne circule pas dans le foie. Okay, donc, la bile va se retrouver à l'intérieur de notre système, mais on va simplement sécréter la bile dans notre système digestif sans amener la nourriture à l'intérieur du foie. La bile joue un rôle de transformation physique ou mécanique si vous préférez. En fait, son objectif, ça va être ça l'émulsionne les lipides. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? En fait, la bile va jouer un peu un rôle de briser les gouttes de gras pour les rendre plus petites. Mais c'est physique dans la mesure où est-ce que j'ai pas de transformation chimique à l'intérieur. Donc, je ne modifierai pas les molécules de gras, je vais simplement briser pour pouvoir les attaquer. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, pour pouvoir les attaquer par la suite et les retransformer. Donc, la bile est sécrétée dans ce qu'on appelle le duodénum, qui est une partie dans le début, en fait, de notre intestin. Donc, c'est vraiment la jonction entre l'intestin et l'estomac. Le pancréas, ici, il n'est pas représenté, mais en fait, il se situe comme entre le foie et l'estomac. Les sucs pancréatiques qui sont sécrétés, encore une fois, la nourriture ne passe pas dans le pancréas. C'est le même principe que pour le foie. Donc, il va sécréter son suc pancréatique à l'intérieur de l'intestin. Et ce suc pancréatique va créer trois, non pas une, non pas deux, mais bien trois transformations chimiques. Donc, il va d'abord modifier les glucides. Donc, ils vont briser les amidons en glucides plus simples pour pouvoir être assimilés un peu plus tard dans notre système.
Ensuite, il va briser les protéines, donc il va briser les peptides et les protéines en acides aminés. Donc, on avait dit tantôt qu'on voulait transformer les protéines en acides aminés. Et bien voilà qu'on a terminé ici la décomposition de ces fameuses protéines. Et finalement, au niveau des lipides, eh bien, il va prendre les graisses émulsifiées. Donc, un beau mot pour dire les graisses qui ont été transformées par la bile. Donc, je vais les prendre et je vais les transformer en acides gras et glycérol pour pouvoir, encore une fois, les assimiler au niveau de notre système. Et cette digestion-là se termine dans l'intestin grêle. En fait, l'intestin grêle va aussi sécréter au niveau de ses parois ce qu'on appelle des sucs intestinales. Donc, eux autres, l'objectif, ça va être de briser d'une part tout ce qui reste de glucides complexes en glucides simples, sauf les fibres alimentaires, qui, elles, sont très utiles pour le péristaltisme au niveau de nos matières fécales. Donc, ça va, comme je vous disais, ça va briser ce qui reste de glucides en glucides simples. Et aussi, ça va transformer les protéines. Donc, ça va terminer la digestion des peptides pour les transformer en acides aminés pour avoir vraiment des molécules les plus simples possibles. L'autre rôle, c'est l'absorption. Donc, on va absorber les glucides, les acides aminés, donc les protéines, les lipides, comprenez bien qu'on parle ici des acides gras et des glycérols. Tout ce qui concerne, il va y avoir une absorption d'eau, une absorption de minéraux, une absorption de vitamines également qui se fait au niveau de l'intestin grêle. Donc, comment on est capable d'absorber tout ça? Eh bien, pour absorber, pour être le plus efficace possible, ça nous prend de la surface de contact. Et donc, ça me prend beaucoup de surface. Comment on va faire pour augmenter notre surface sans avoir un ventre trop gros non plus? Donc, l'idée, ça va être vraiment d'y aller par l'intérieur. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, notre surface va avoir un paquet de plis. Et ces plis-là vont s'appeler des villosités. Ces plis-là sont recouverts de plus petits plis qu'on appelle des microvillosités. Donc, pour vous donner une idée de ce que représente notre intestin grêle, parlons un peu de dimension. Notre intestin mesure 6 mètres. Déjà, c'est beaucoup. Donc, c'est un tube qui est très long et qui va être entortillé sur lui-même. Mais non seulement il est long, en plus, il couvre une très grande surface. On parle ici de 250 mètres carrés, ce qui est à peu près l'équivalent d'un terrain de tennis. Donc, si on dépliait tous ces petits plis-là que je vous parlais tantôt, on couvrait cette surface-là, ce qui est quand même une surface très grande qui nous permet d'absorber au maximum nos éléments nutritifs. Maintenant, parlons de la dernière partie de notre système digestif qui est le côlon. Et non, je ne parle pas de ce côlon-là. Bien que... Non, je ne parle pas de ce côlon-là. En fait, je parle vraiment du côlon qui est le gros intestin qui va suivre l'intestin grêle. Son objectif, c'est principalement de l'absorption, mais principalement de l'absorption d'eau. Donc, on va absorber tout ce qu'on peut absorber de ce qui nous reste de l'eau pour pouvoir produire par la suite des matières fécales qui va être composées de tout ce qui n'est pas absorbé par l'organisme et qui va être excrété au niveau du rectum. Ce qui est intéressant aussi au niveau des intestins qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils sont habités par une multitude de bactéries. Et ces bactéries-là, évidemment, on parle de matière fécale, on s'entend que c'est pas nécessairement ce qui est le plus hygiénique et pourtant c'est à l'intérieur du corps. Donc ces bactéries-là vont avoir différents rôles. Ils peuvent avoir un rôle bénéfique comme ils peuvent être nuisibles. Donc quand on parle par exemple de colis, le colis va être excessivement nuisible dans la mesure où est-ce que ça va créer des diarrhées et donc ça va nous éviter, ça va nous empêcher en fait d'absorber nos éléments nutritifs et notre eau. Donc, c'est la raison pourquoi on s'en retrouve affaibli. Mais, par contre, on va avoir d'autres micro-organismes comme le Bifidus bacterium lactis que vous allez retrouver entre autres dans le yogourt. Donc, quand on parle de yogourt probiotique, l'objectif de ces bactéries-là, c'est de créer une compétition avec E. coli pour qu'E. coli ne soit pas en mesure de se développer et donc d'éviter par exemple les ballonnements, gaz et compagnie. Donc, les bactéries contenues dans le yogourt, leur objectif, c'est vraiment d'aider à notre digestion, donc d'aider à la décomposition des éléments. Donc, ce sont des bactéries qui sont très utiles pour notre organisme, qu'on appelle la flore intestinale.
C'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. À vous d'aller digérer tout ça. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.